Avec la défaite des Rhoynar, autour de l'année 700 avant la conquête, l'Empire valyrien se retrouvait seul maître d'un immense territoire. Dominant toute la partie ouest d'Essos, Valyria s'imposa très vite comme la puissance incontournable du continent. À l'époque, les Valyriens ne manquaient pas d'esclaves et l'extraction de matières précieuses s'accentuèrent suite à cette domination écrasante. Les conquêtes valyriennes étaient relativement stables à l'époque, même si certains seigneurs dragons commençaient à sérieusement regarder ce qu'il se tramait à l'ouest sur un autre continent. À la même époque, Westeros était toujours séparé entre 7 royaumes indépendants qui se disputaient sans cesse les terres. Plusieurs événements marquants se déroulèrent durant ces quelques siècles agités. Tout d'abord au nord de Westeros, autour de l'année 400 avant la conquête. La maison Bolton se soulève de nouveau contre l'autorité des Stark. Après un énième conflit important suivi par une défaite cuisante, la maison Bolton est de nouveau contrainte de plier, voyant ses terres réduire au profit de la maison Castark. De même, en 360 avant la conquête, le roi du Randon parvient à s'emparer des Conflans, devenant par la suite l'un des plus importants royaumes de Westeros. C'est durant cette longue période de domination que le Conflant va réellement se développer. Enfin, toujours dans les Conflans, une noble famille Westerosi a vu tout le potentiel commercial et stratégique du fleuve. Quiconque possède le fleuve nommé le Trident possède donc légitimement la route entre le nord et le centre de Westeros. Ainsi, après des années à construire son immense pont ceinturé par 2 immenses châteaux, la petite maison Frey acheva son château, nommé symboliquement les Jumeaux, autour de l'année 300 avant la conquête. Par la suite, la maison Frey prospéra, faisant payer le passage de la rivière en or ou en ville promesse. Mais les Frey ne furent pas les seuls à édifier une forteresse. Les Valyriens accostèrent sur une île non loin de Westeros autour de l'année 300 avant la conquête. Une île inhabitée où ils ne trouvèrent que de la pierre noire qu'ils renommèrent par la suite Dragonglass ou Ver Dragon. Pourtant, ils décidèrent d'édifier un avant-poste sur cette île car cette dernière offrait un promontoire non négligeable pour leurs dragons. Cette immense forteresse fut édifiée grâce à la puissante magie des dragons et c'est ainsi que naquit Dragonstone ou Père Dragon. On dit que le château a une allure plutôt sinistre et que Dragonstone est une immense forteresse permettant aux Valyriens d'avoir un pied-à-terre non loin de Westeros. C'est alors qu'ils entreprirent de commercer avec les Westerosi. Pendant plus de 200 ans, l'acier valyrien se diffusa dans tout Westeros car chaque seigneur souhaitait avoir son épée en acier valyrien. Cet acier aux propriétés magiques était, disait-on, l'arme ultime que tout seigneur se devait de posséder. Mais Valyria semblait être ici pour une seule raison, une conquête dans un futur très proche. En 126 avant la conquête, Daenerys Targaryen vit la chute de Valyria lors d'un rêve prophétique. Elle supplia son père de quitter Valyria, car elle sentait que ce rêve était bien plus qu'un simple rêve. C'est alors que son père, Aenar Targaryen, comprit que le rêve de sa fille était un signe annonciateur de la chute de Valyria. Ils prirent la mer, vendant tous leurs biens et possessions pour aller vivre sur l'île de Dragonstone. Pour certains, l'histoire du rêve de Daenerys Targaryen, appelée aussi Daenerys la rêveuse, n'est qu'une histoire montée de toutes pièces et que la raison de la fuite des Targaryens s'expliquerait par une défaite face aux autres familles valyriennes. Mais ils ne furent certainement pas les seuls à décider de partir s'installer loin de Valyria. Des années auparavant, la maison Celtigar a elle aussi décidé de s'installer sur une petite île nommée par la suite Pince Hill. Il en va de même pour la maison Velaryon, qui décide elle aussi de s'installer sur une île non loin de Dragonstone. Ces deux familles, de rang inférieur dans la hiérarchie valyrienne, n'étaient pas des familles puissantes et ne possédaient pas de dragons, mais elles étaient néanmoins un appui non négligeable pour la maison Targaryen. Famille modeste, voire de rang inférieur aux nobles familles valyriennes pour certains, les Targaryens emportèrent avec eux 5 dragons et les quelques biens qu'ils possédaient. De l'autre côté du détroit, personne n'avait réellement pris au sérieux le rêve de Daenerys et les Valyriens vaquèrent à leurs occupations. 12 ans après le rêve prophétique, en 114 avant la conquête, le fléau s'abattit sur Valyria. Personne ne sait réellement ce qui provoqua le fléau, mais tout le monde connaît les conséquences de cet immense cataclysme. Une explosion sans précédent des 14 flammes, chaîne de montagnes volcaniques situées autour de Valyria, plongeant la ville millénaire dans le chaos le plus total. Les montagnes s'éventrèrent telles des œufs en fusion, les rivières et lacs se mirent à bouillir et se transformèrent en acide. On dit même que la terre trembla si fort que les plus belles tours de Valyria s'écroulèrent en seulement quelques heures. Les 14 flammes expulsèrent des cendres et de la lave en fusion si haut dans le ciel que même les dragons brûlèrent instantanément. La terre s'éventra et laissa par la suite se déverser les flots d'une mer enragée qui balaya tout sur son passage. Pour les Septo-Andals, le fléau fut provoqué par les dieux eux-mêmes, car les Valyriens acceptaient tous les dieux et priaient n'importe quel dieu selon leurs besoins. La présence de centaines de dieux à Valyria conduisit selon eux à leur perte.
Pourtant, il existe une autre hypothèse pour expliquer cette catastrophe. Les maîtres ont toujours défendu l'idée que les 14 flammes étaient maintenues en état stationnaire par de puissants sortilèges prodigués par des magiciens occultes. Une poignée d'entre eux avance même l'hypothèse que les esclaves étaient sacrifiés par les mages pour nourrir les sortilèges, ce qui expliquerait pourquoi Valyria envoyait toujours ses esclaves dans les mines. Par ailleurs, l'affaiblissement ou l'assassinat de plusieurs de ces mages conduisit à fragiliser les sorts qui ne purent hélas empêcher le cataclysme de se produire. D'autres encore soutiennent l'idée que le fléau de Valyria fut l'œuvre de la malédiction de Garin et de la mère Rhoyne pour punir la vanité des Valyriens. Brûlée puis engloutie sous les eaux, la mythique cité de Valyria disparut subitement en une seule journée. Les Valyriens pensaient être les plus grands êtres du monde, la nature leur a cruellement rappelé leur place, balayant d'un simple revers des millénaires de domination. À la place des collines verdoyantes et des montagnes, les contrées de l'éternel été firent place à une terre calcinée et jonchée de cadavres en putréfaction. Mis à part la famille Targaryen et quelques rares nobles, tous les seigneurs dragons étaient présents à Valyria ce jour-ci et tous périrent dans les flammes ou les flots. Pourtant, certains maîtres racontent qu'il y a eu plusieurs survivants qui tentèrent de revendiquer l'héritage de Valyria. Des archontes valyriens trouvèrent refuge à Lys et Tyroche, mais ils furent assassinés avec leurs dragons par les habitants révoltés peu de temps après le fléau. De même, plus au nord à Qohor, un seigneur dragon nommé Orion était en visite dans la ville lors du fléau. Très vite après avoir eu vent de la catastrophe, Orion se proclama empereur de Valyria et du haut de son puissant dragon emmena une armée de 30 000 hommes pour revendiquer ce qu'il restait de Valyria. Mais on ne revit jamais l'empereur ni son armée. Depuis Westeros, un autre personnage tenta lui aussi de revendiquer cet héritage. Ayant eu vent du fléau qui détruisit Valyria, le roi Tommen II Lannister, avide de gloire, rassembla ses troupes à Port-Lannis et fit voile en direction des contrées de l'éternel été. Il emporta avec lui l'épée légendaire des Lannister, rugissante, achetée aux Valyriens des années auparavant. Les chroniqueurs de l'époque disent que le roi Lannister était avide de richesses et qu'il souhaitait s'emparer des trésors et des secrets des sortilèges qui se trouvaient dans les ruines. Ils firent une escale à Volantis, cité centrale qui revendiquait elle aussi l'héritage de Valyria. Tommen II, couvert de cadeaux par les triarques de Volantis, promit de donner la moitié de ses découvertes à Volantis. L'année suivante, l'un des triarques décida d'envoyer un navire pour retrouver la flotte Lannister, mais ce navire rentra bredouille. À ce jour, nul ne sait ce qu'il advient de l'immense flotte Lannister et de l'épée rugissante, perdue à jamais. Des sombres rumeurs avancent l'hypothèse que Valyria est encore aujourd'hui peuplée de démons enragés qui tuent quiconque s'aventure dans les ruines. Avec la chute de Valyria, Essos s'enflamma durant le terrible épisode du siècle 100, alors que Westeros semblait être relativement épargné par les guerres et destructions. Parti avec quasiment rien, la famille Targaryen se retrouva seule dépositaire de l'héritage de l'ancienne Valyria aux côtés de ses petits vassaux directs. Installés avec 5 dragons sur l'île de Dragonstone, 4 d'entre eux moururent assez rapidement dans des circonstances mystérieuses. Seul survivant de son espèce, le 5e dragon nommé Balerion ne fut certainement pas le dernier bien longtemps. Aux côtés des cadavres de ses 4 compères, les Targaryens découvrirent 2 œufs qui donnèrent naissance par la suite à 2 dragons que les Targaryens nommèrent Meraxes et Vhagar. Ainsi, plus de 100 ans après la chute de Valyria et avec 3 puissants dragons, le jeune Aegon Targaryen pouvait dès à présent se tourner vers l'avenir, c'est-à-dire Westeros. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!